Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, internautes, abonnés de GTKM, bienvenue pour une nouvelle émission de ce programme qui est désormais rentré dans vos foyers. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui dénote dans le paysage politique ivoirien, une personnalité haut en couleur, Monsieur Gwali Dodo Basile Junior, honorable, bonjour. Bonjour. Bienvenue à GTKM et merci de nous recevoir aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que c'est la deuxième fois que je viens à votre émission. Je suis très heureux d'y participer à chaque fois que vous m'invitez. Comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que vous participez à Get to Know Me, mais je vais quand même vous demander de vous présenter ou de vous représenter auprès de nos internautes et de nos abonnés. Ok. Je suis, donc, comme vous l'avez si bien dit, Basile Gwali Dodo Junior. Je suis membre du bureau politique du PDC-RDA. Je suis inspecteur du parti. Je suis du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est bon de le préciser tout de même. Naturellement. Même si la Côte d'Ivoire nous appartient, je sais au moins d'où je viens. Je suis diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Je suis inspecteur en chef de philosophie. Et je suis diplomate, stratège, expert en relations internationales. Et voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Comme vous dites, il y a beaucoup d'autres choses. On voit que vous avez un parcours riche. Mais si vous permettez, on va faire un petit retour en arrière et parler en fait de cette Côte d'Ivoire d'où vous venez, de votre enfance, de votre région d'origine, de ces villes et villages qui ont jalonné votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oh, je suis né à Vavois, précisément à Bonoufla, et surtout dans un campement, sous des bananiers. Vous voyez, je ne suis pas né dans une maternité, mais je suis en forme, vous le constatez. On peut le voir, oui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que je suis né effectivement à Vavois, et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas à l'école primaire. De là, je suis parti ailleurs, je veux dire, chez un oncle qui était instituteur à Ferkessédougou, donc dans le fief de Soro-Guillaume. C'est là-bas que j'ai fait mon école primaire aussi. J'ai continué à faire mon école primaire jusqu'au CM2. Voilà. D'accord. Donc, comme on peut le voir, vous êtes né à Vavois, vous êtes allé dans le nord à Ferkessédougou pour votre école primaire. C'est ça. Donc, vous êtes, comment dire, un représentant de cette Côte d'Ivoire plurielle, multiple. Effectivement. Mais après donc ce parcours primaire, comment s'est déroulé la suite? Vous êtes resté dans le nord ou vous êtes allé ailleurs? Non, je suis revenu à Vavois pour terminer mon école primaire, c'est-à-dire le CM2. C'est là que j'ai eu l'entrée en 6e pour aller au lycée de Dalois. Au lycée 1 de Dalois, où j'ai fait mes premiers pas, j'allais dire, au lycée, voilà, en tant qu'élève. Au lycée de Dalois, vous continuez jusqu'au baccalauréat? Au lycée de Dalois, je continue jusqu'au baccalauréat, mais en première, j'ai été muté au lycée 3 de Dalois. Au lycée 3 de Dalois, là-bas, il n'y a que le second cycle. D'accord. Voilà, j'ai été muté au lycée 3 de Dalois, c'est là-bas que j'ai eu le bac. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de cette jeunesse-là à l'intérieur du pays, dans cette Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes internautes qui nous regardent ne connaissent pas forcément, autant d'Houphouët-Boigny? Vous avez des souvenirs particuliers, des anecdotes à partager avec nous? J'ai beaucoup de souvenirs. Vous savez, nos parents étaient des planteurs, je l'ai dit, des planteurs. Et chaque fois que je venais, depuis le lycée, depuis ma classe de 6e, chaque fois que je venais au village, pendant les vacances, j'étais au champ. Voilà, il fallait que je parte surveiller les champs de cacaoyers, parce que les écureuils venaient chaque fois nous les manger. Et je partais avec mes jeunes frères. Très tôt le matin, nous partons au champ à 5 h du matin, on en revient à 19 h. À telle enseigne que, quelquefois, pendant tout le temps, les gens me demandaient, mais quand quelqu'un, pour une fois que je reste au village, quand quelqu'un me voit, il me demande, mais tu viens du voyage? Je dis, oui, effectivement, j'étais en voyage, mais je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, j'ai passé toute ma vie au champ pendant les vacances. J'ai aidé mes parents et il fallait que le cacaoyer, les cacao, les cabosses mûrissent pour qu'on puisse vendre les fèves pour que je puisse aller à l'école. On peut voir que, enfin, vous nous avez dit que vous êtes né au campement, sous les cocotiers. Vous êtes un homme sous les bananiers. Sous les bananiers, pardon. Ouais. Sous les bananiers. Peut-être que c'est le décor qui m'a déconcentré. C'est ça. Sous les bananiers, vous êtes un homme de la terre, Ouais. mais on voit que vous avez dit que vous êtes un expert en relations internationales. Pourquoi ce choix-là après le baccalauréat et comment se sont déroulées vos études supérieures?
Bon, écoutez, après, je suis parti au département de philosophie à l'université. Et vous savez que j'ai fait 10 ans à l'école militaire de Bingerville où j'ai enseigné les enfants de troupes. Je suis professeur de philosophie par ailleurs. Oui. Voilà, j'ai enseigné les enfants de troupes à l'UMPT de Bingerville pendant 10 ans. Oui. Elle a dit de 91 à 2000. D'accord. Voilà, à 2000. Mais à partir de là que j'ai opté pour la politique. D'accord. Voilà, j'ai été élu député le 10 décembre 2000. Mais qu'est-ce qui vous fait entrer en politique? Pourquoi cette envie d'entrer en politique? Vous êtes diplomate, en fait, vous avez cette vie professionnelle-là? Effectivement, je n'étais pas encore diplomate avant d'entrer en politique. D'accord. Voilà. Mais il faut savoir que j'aime servir. J'aime être au service de mes semblables. J'aime me rendre utile. Alors, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu le président Houphouët-Boigny. Je savais qu'on nous amenait chaque fois de Daloa, où j'étais au lycée, on nous amenait à Yamoussoukro pour accueillir toutes les sommités qui arrivaient à Yamoussoukro. Alors, je me suis dit que mais il faut que moi aussi, je sois un jour président pour que je fasse venir des gens, pour que moi aussi, les gens soient autour de moi. Voilà. Mais en fait, j'aime servir. Et j'ai été émerveillé par les actions posées par le président Houphouët-Boigny. Vous citez un nom qui est glorieux en Côte d'Ivoire aujourd'hui, hein, le président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que c'est lui qui justifie votre engagement au Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Non, là c'est différent. C'est différent. On peut le dire comme ça parce que mon grand-père maternel était un grand collaborateur d'Houphouët-Boigny. D'accord. C'était son ami et son collaborateur à Vavois dans le cadre du syndicat agricole africain et puis après dans le cadre du PDCI-RDA qui a été créé en 1946. Donc mon grand-père avait été, comme c'est un monsieur qui était très fougueux, il avait été emprisonné à Bassam, Grand Bassam ici à Abidjan, qui était donc la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, les gens voulaient le tuer. Les uns et les autres ont appris qu'on devait l'assassiner. Vous savez que les colons, en son temps, ils assassinaient ceux qui étaient contre leurs intérêts. Oui. Et donc, c'est à partir de là que quelqu'un qui était encore en prison, un garde pénitentiaire qui était là-bas, a eu vent de ce qui allait arriver à ce monsieur. Et c'est là qu'il a aidé à s'évader. Vous voyez? Et quand il s'est évadé, celui qui l'a aidé à s'évader, lui aussi, il a été chassé de son travail. Mais quand ils se sont retrouvés à Vavois, parce qu'il avait appris que ce monsieur-là venait de Vavois, quand ils se sont retrouvés à Vavois, il lui a donné en mariage sa fille. Vous voyez, sa petite fille. Et c'est à partir de là que moi, je suis venu au monde. Oui. Donc, ma relation au PDCI est une relation spirituelle. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé comme d'autres, un matin, dire que oui, je vais militer dans un parti. Je suis né comme ça, j'ai été conçu grâce au PDCI. Donc, je suis PDCI, les autres sont des militants du PDCI. Donc, vous nous expliquez que vous êtes un enfant du PDCI au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire que c'est... Au sens ontologique même du terme, au sens profond. Oui, j'allais dire que quand vous dites au sens littéral, c'est un peu trop, mais au sens ontologique du terme, je suis PDCI parce que c'est le PDCI qui m'a conçu. C'est le combat de mes parents qui a fait que je suis venu au monde. Vous voyez? Mon père vendait les cartes du PDCI à pied. Ça coûtait, c'est pas 25 ou bien 10 francs, à pied, dans tous les campements. Voilà. Et avec ce que mon grand-père a fait, qui était un grand combattant, c'est lui qui a installé le PDCI dans le département de Vavois. Aujourd'hui, ses fils, lui-même ses fils, c'est-à-dire mes oncles, n'ont pas eu gain de cause dans le combat que leur père a mené, mais je vais le faire pour lui. On voit que votre histoire familiale, votre histoire personnelle est intimement liée à celle du PDCI et donc votre engagement au PDCI est quelque part naturel. C'est ça. Aujourd'hui, en 2020, comment on justifie son engagement au Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Si des jeunes de ma génération veulent s'engager au PDCI-RDA, qu'est-ce qui peut les conduire dans ce parti politique-là? Ces jeunes-là qui n'ont pas une histoire personnelle liée à ce parti-là, mais qui veulent s'engager. Qu'est-ce qui peut les amener vers le PDCI? Mais c'est tellement simple, hein, c'est tellement simple pour ces jeunes-là. On leur dit souvent, regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'était pas ce qu'elle était avant. Tout ce qui a été fait actuellement en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est PDCI. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est devenue indépendante grâce à Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire moderne, c'est grâce à Houphouët-Boigny que la Côte d'Ivoire moderne a été une Côte d'Ivoire véritablement au service de tous les Ivoiriens.
Houphouët-Boigny a bâti ce pays. Donc les jeunes voient le combat d'Houphouët-Boigny. On a toujours l'impression qu'il n'est même pas mort. Mais en même temps, son digne successeur, qui est Henri Konan Bédié, a continué à faire le travail qu'il avait voulu faire. N'eût été le coup d'État, il aurait fait mieux que certains. Vous touchez un point qui est très intéressant, hein, dans le sens où vous dites que Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire, a été l'instigateur de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités se réclament d'Houphouët-Boigny, se disent les héritiers d'Houphouët-Boigny. C'est quoi être oufouettiste en 2020 aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, si je vous prends au mot, il y a beaucoup qui disent qu'ils sont oufouettistes, mais ce n'est pas pur opportunisme. Ils ont envie d'avoir des voix un peu partout. Sinon, ils n'ont rien à voir avec Houphouët-Boigny. Voilà. C'est au PDCI que se trouvent les oufouettistes et les oufouettisants. Vous voyez, c'est au PDCI que se trouvent ceux qui ont l'idéologie d'Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a créé le PDCI. Si ceux qui se réclament d'Houphouët-Boigny actuellement, c'est juste pour se donner bonne conscience et pour être aimé de certains électeurs. Oui. C'est tout. Sinon, ils n'ont aucune conscience, ils n'ont aucun comportement, ils n'ont aucune réaction, aucune lecture de la vie politique d'Houphouët-Boigny. Vous ne trouvez pas un peu réducteur de réduire l'oufouettisme au PDCI-RDA? Le président Laurent Gbagbo, par exemple, pour vous, n'avait pas un peu d'oufouettisme en lui? Ou le président actuel, Alassane Ouattara, n'a pas d'oufouettisme en lui? Oui, non, je ne dis pas. Je dis, moi, au PDCI, ceux qui se réclament, il y a certains qui se réclament oufouettistes aujourd'hui, mais qui n'ont pas l'esprit PDCI, l'esprit oufouettiste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sens du pardon, ils n'ont pas le sens du dialogue. Voilà. Donc, il y a tout ça aussi. Houphouët-Boigny, c'est le dialogue, c'est le pardon. C'est la juste mesure. Ce n'est pas la violence. Voilà. Quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est au PDCI qui se trouvent les oufouettistes. Votre engagement au PDCI, donc vous a amené à être député dès 2000, comme vous l'avez dit. C'est ça. Quel bilan tirez-vous de votre action à l'hémicycle? Est-ce que vous avez porté des projets de loi? Est-ce que vous avez porté des lois qui, aujourd'hui, par exemple, sont encore en vigueur? Quel résultat, en fait, on peut tirer de votre... Non, mais écoutez, ça a été très positif pour moi, le fait de passer à l'hémicycle. Je n'étais pas, pour ceux qui m'ont suivi, je n'étais pas un député absent. Voilà, j'ai été toujours présent dans le combat, dans la construction, ou bien, j'allais dire, dans le vote de certaines lois fondamentales pour notre pays. J'ai participé, vous savez que nous avons vécu une grande période. À partir de 2002, il y a eu la rébellion armée. Et donc, notre mandature a été véritablement difficile. Et donc, là, nous avons porté la voix de ceux qui souffraient. Voilà, nous avons porté la voix et Dieu seul sait, pour ceux qui me connaissent, combien de fois j'ai été présent. Comment un député travaillait, comment l'Assemblée nationale travaillait dans cette Côte d'Ivoire qui était coupée en deux? C'était quoi votre quotidien d'élu de la nation? Non, mais l'Assemblée nationale travaillait normalement comme tout. D'accord. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes qui étaient en Côte d'Ivoire, mais notre travail quotidien qui est de consentir l'impôt, c'est de voter les lois, on faisait ça. On partait voir aussi nos militants, j'allais dire les populations ivoiriennes, pour leur expliquer le sens de nos positions à l'Assemblée nationale, pour leur expliquer les lois et l'importance des lois que nous prenons à l'Assemblée nationale. Quelles étaient vos activités, on va dire, professionnelles, en dehors de vos activités d'élu, et comment vous conciliez les deux? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez diplomate notamment, expert en relations internationales. Comment votre activité professionnelle se déroulait au quotidien ou se déroule encore aujourd'hui au quotidien en parallèle avec la politique? Oui, vous savez, quand on est élu député et qu'on est fonctionnaire, on arrête d'être fonctionnaire. D'accord. Les activités sont liées, sont pas liées. Voilà. Donc après, l'activité professionnelle, je n'étais plus enseignant, j'étais exclusivement député. Mais comme j'avais d'autres ambitions, je suis parti effectivement me former à Paris. C'est là que je me suis inscrit au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris pour pouvoir apprendre un peu la diplomatie, les relations internationales, la stratégie et aussi comment gouverner. Voilà, c'est ce que j'ai fait au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Et je suis sorti diplômé de ce centre-là avec la mention, comment on peut appeler ça, une mention avec les félicitations du jury. Oui. Voilà. Je suis sorti de là et ça m'a permis aujourd'hui de connaître le monde. Parce qu'en réalité, il faut savoir connaître le monde. Comment le monde évolue, comment les choses marchent, pourquoi il y a des blocs par-ci, par-là.
il faut comprendre les relations internationales avant de pouvoir accéder à beaucoup de choses. Ça m'a permis de connaître le monde et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de... je peux avoir du répondant pour pouvoir me mettre au service des Ivoiriens. C'est une belle passe, comme on dit, au football que vous me faites. Vous aimez le football? J'étais attaquant, j'aimais marquer les buts. Oui, j'étais attaquant, j'aime bien le poste d'attaquant. Vous aimez bien le poste d'attaquant? Pourquoi? Oui, j'aime marquer les buts. Parce que vous êtes décisif, c'est ça? Mais je vais vous dire quelque chose. Si je revenais encore au monde, j'allais demander à Dieu de faire de moi un grand footballeur. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est bien. Quand vous marquez les buts, vous mettez de la joie dans le cœur des supporters. C'est très intéressant. On a un très grand attaquant ivoirien qui est aujourd'hui candidat à la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour de cela? Mais je trouve que c'est méchant. Logiquement, si j'avais été président de la République, il n'y a pas d'élection avec Didier Drogba. Didier Drogba il est naturellement le président de la Fédération ivoirienne de football. Il n'y a même pas de débat. C'est lui le footballeur, c'est lui qui connaît. Didier Drogba était un ambassadeur. Moi-même, je me demande pourquoi depuis longtemps, l'État ivoirien ne lui a pas encore donné, ne l'a pas élevé au rang d'ambassadeur itinérant de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que c'est grâce à Didier Drogba que aujourd'hui, beaucoup de pays connaissent la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il ne peut pas venir lutter une petite place de président de la FIF avec les souris Diabaté et puis Diallo. Non, ce n'est pas possible. Revenons à notre sujet du jour. Vous vous êtes formé pour être diplomate en relations internationales. Vous avez une expérience. C'est ça. Une expérience aussi de député. C'est pour ça que vous vous êtes jugé suffisamment, on va dire, armé pour vous présenter à la candidature du PDCI en 2018. Il y a 2 ans, vous avez annoncé que vous vouliez concourir à la magistrature suprême. Pourquoi à ce moment-là vous vous engagez dans cette voie-là? Tout ça est spirituel. Tout ça est spirituel. On se lève pas un matin pour dire qu'on est candidat. On peut avoir toutes ces qualités, toutes ces formations, mais on peut ne pas être candidat. Se mettre au service d'un peuple est fondamentalement spirituel. Voilà. Sinon, tous ceux qui ont eu la même formation que moi auraient pu dire qu'ils veulent être candidats. Vous pensez qu'il y a un appel venant de quelque part pour que vous soyez président de la Côte d'Ivoire? Ce que je peux vous dire, on ne cherche pas de président d'un pays par hasard. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a aucun hasard dans cette candidature-là. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 années-là? Parce que, force est de constater qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas candidat du PDCI-ADA. Vous soutenez activement le président Henri-Konan Bédié. Pourquoi vous avez renoncé à ce projet-là? Vous savez, il y a des réalités qu'on ne doit pas effacer du revers de la main. La Côte d'Ivoire connaît des difficultés. Je suis conscient. Pour celui qui est assis, là où je suis assis, je sais que si la Côte d'Ivoire doit sortir de là où elle est aujourd'hui, il faut quelqu'un de spécial. C'est Henri-Konan Bédié. Je le dis parce que le président Henri-Konan Bédié, il a été victime d'un coup d'État le 24 décembre 1999. Et depuis cette date-là, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Vous connaissez les soubresauts que notre pays a connus depuis cette date-là. Je n'ai pas envie de vous citer, je veux parler rapidement de la rébellion de 2002. Je veux parler des élections de 2010 qui sont tournées véritablement en catastrophe. Et je peux parler de beaucoup d'autres choses encore. La Côte d'Ivoire n'a pas véritablement connu la paix. Je l'ai dit, la Côte d'Ivoire a connu une paix armée. Voilà. Donc aujourd'hui, le président Henri-Konan Bédié, il n'avait pas terminé son mandat. Oui. Il lui restait environ 10 mois. Vous voyez? Et dans le spirituel aujourd'hui, le président Bédié est toujours président de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Dans le spirituel, le président Bédié est toujours le président de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Il y a eu le président Guy Robert, oui. Il y a eu le président Laurent Gbagbo, il y a aujourd'hui le président Alassane Ouattara, dont le mandat va finir bientôt. Et donc, malgré la présence de ces chefs d'État qui sont là, dans le spirituel, le président Henri-Konan Bédié est le président de la Côte d'Ivoire. Vous savez que Houphouët-Boigny, c'est lui qui a fait ce pays. C'est Houphouët-Boigny qui a légué le pouvoir au président Henri-Konan Bédié. Et tout le monde se réclame d'Houphouët-Boigny. Vous vous réclamez d'Houphouët-Boigny et puis il y a eu un coup d'État contre le fils d'Houphouët-Boigny, l'héritier légitime d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'est pas content. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve dans une situation difficile. Les gens ne cherchent pas à comprendre le côté spirituel.
Et aujourd'hui, nous disons, il faut que le président Henri Konan Bédié revienne là où on l'a enlevé, injustement, pour que la Côte d'Ivoire reprenne sa marche véritable dans la paix et dans la stabilité. Si je vous comprends, vous semblez nous dire qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement le 24 décembre 1999. Effectivement. Mais aujourd'hui, aux nombreux Ivoiriens, nous serons plus de 7 millions à aller voter le 31 octobre. Il faut leur proposer un avenir. Et en quoi, en fait, Henri Konan Bédié est l'avenir de la Côte d'Ivoire? D'abord, Henri Konan Bédié est l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que grâce à Henri Konan Bédié, il y aura d'abord la stabilité. Il y aura la réconciliation des Ivoiriens. Ça, c'est très important parce que sans stabilité, sans réconciliation, sans stabilité, sans paix, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Voilà ce que les garanties que Henri Konan Bédié nous donne. Mais en même temps, Henri Konan Bédié, il ne vient pas là, il vient pour faire une transition générationnelle. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il vient pour faire une transition générationnelle. C'est nous qui allons travailler pour la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle. Il y en a d'autres encore. Il y en a certains de mes frères. Henri Konan Bédié vient se mettre au service de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il vient juste pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire pour nous permettre de travailler tranquillement. Voilà ce qu'il vient faire. Donc, il offre à la jeunesse de Côte d'Ivoire une grande opportunité. L'opportunité, c'est la stabilité. L'opportunité, c'est la réconciliation nationale. L'opportunité, c'est la paix. Voilà ce que Henri Konan Bédié nous offre. Il va nous permettre de faire revenir certains de nos compatriotes qui sont partis par milliers à l'extérieur, qui attendent de revenir au pays. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas rentré à temps, si le ministre Charles Blé Goudé n'est pas rentré à temps, dès l'élection du président Henri Konan Bédié, tout cela reviendront au pays. Voilà ce que nous recherchons. Et les Ivoiriens doivent comprendre que si Bédié n'est pas là, ils n'auront pas cette chance-là de revenir dans ce pays. Donc c'est le combat que nous sommes en train de mener. Et Bédié ne vient pas pour aller contre ceux qui sont là, non. Il n'a pas d'esprit de vengeance. Parce que à quoi sert de se venger? Celui qui a fait faire de Alassane Ouattara 2 fois président. Donc à quoi se venger? Pourquoi se venger? Au contraire, lui, on n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de lui, mais lui, ça ne lui dit absolument rien. Parce que j'échange régulièrement avec lui. Lui, son problème, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit stable et que les investisseurs ivoiriens, les investisseurs étrangers reviennent dans ce pays. Honorable, vous présentez comme un soldat du président Henri Konan Bédié, mais quelle place Basile Dodo Guali entend prendre dans cette campagne présidentielle? Et s'il y a victoire après, quelles sont vos ambitions pour la Côte d'Ivoire, vos ambitions personnelles? Quel rôle entendez-vous jouer et quelle vision vous avez du pays pour les années à venir? Là, c'est des grandes questions. Vous savez, je vais vous dire, le président Henri Konan Bédié, quand je parlais de sa candidature, beaucoup n'y croyaient pas. Il y a certains qui sont venus me voir après pour me dire, mais lui, là, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y croyait pas. Et moi-même, je me suis fait des ennemis au sein du PDC-RDA parce que je parlais de la candidature d'Henri Konan Bédié. Parce qu'il y a certains qui parlaient eux-mêmes de leur propre candidature. Beaucoup ne voyaient pas le président Bédié. Mais le spirituel est toujours au-dessus de ce que nous voyons. Le spirituel est au-dessus de ce que nous voyons. Et moi, je parle, j'ai l'avantage d'avoir ce troisième œil que vous n'avez pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est le président Henri Konan Bédié. Et certains l'ont compris après. Mais aujourd'hui, c'est le président Bédié seul qui décidera de la position que je vais occuper. Sinon, chacun connaît mes ambitions. Je n'ai pas caché. Je n'ai rien caché. Je veux que Bédié soit président. Ça, c'est une grande ambition. Et je pense que tout est dans la main du président Henri Konan Bédié. Est-ce que votre troisième œil peut nous rassurer sur le fait que tout va très bien se passer pour les 6 mois à venir en Côte d'Ivoire? Tout va se passer très bien. Je vous dis, c'est toute la vérité. Ce qui se passe là, c'est des soubresauts. Chacun reviendra à la raison. Voilà. C'est des simples soubresauts. Chacun reviendra à la maison. Les uns les autres comprendront que la Côte d'Ivoire est essentielle. La Côte d'Ivoire est plus utile. La Côte d'Ivoire est un pays essentiel. Et que nous n'avons pas le droit de détruire la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas le droit de porter main à d'autres Ivoiriens, de porter les armes, de pointer certains Ivoiriens, des armes contre certains Ivoiriens. Je pense que les choses se passeront bien. Les élections se dérouleront très bien. Et Bédié sera élu et Bédié tendra la main au président sortant Alassane Ouattara.
Merci pour ce message très optimiste. On a vu, vous êtes rentré en politique parce que vous avez la Côte d'Ivoire chevillée au corps. Vous êtes un enfant du PDCI. Vous portez le message du Houphouët-Boigny en vous-même. Mais pendant tout ce parcours quand même qui est jalonné de multiples expériences, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des moments de doute, des moments où vous avez tout simplement eu envie d'abandonner en fait cet engagement public-là pour faire des choses, on va dire, plus personnelles? Vraiment, il faut le dire franchement. Franchement, il y a eu ces moments-là. Ces moments qui m'ont traversé. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas toujours été récompensé à la mesure de mes capacités. Je n'ai pas été récompensé conformément à ce que je ressens, à ce que je fais. Je me suis mis au service des uns et des autres. Je suis un homme total, un homme entier. Je ne suis pas hypocrite en fait. Quand je suis dans quelque chose, je suis dedans entièrement. Vous voyez que je suis avec Bédié et je parle de Bédié. Je ne demande même pas son avis pour parler de lui. Et je sais, on se comprend. On se comprend. Parce que ce que je veux, ce qu'il veut, c'est ce que je dis. Vous voyez? Et il y a eu des moments de doute. Je me suis mis au service à la demande du président Henri Konan Bédié. Je me suis mis au service du président Alassane Ouattara. J'étais son directeur de campagne en 2010. Chez moi, à Vavois, on m'appelait le rebelle. Oui, parce que mes frères et sœurs, ils étaient... Parce que nous savons combien de fois nous avons souffert et on portait notre souffrance. On pensait tout ce que c'est... Eux, ils pensaient tout ce que c'est le président Alassane Ouattara. Donc, quand je porte la voix du président Alassane Ouattara en tant que son directeur de campagne, j'étais mal vu. Mais j'ai supporté ça. Les gens se moquaient de moi. On dit, voilà, il est derrière Alassane, il est là où il n'a jamais rien eu. J'ai perdu mon poste de député. Bien que je sois celui-là même qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir. En 2015, j'ai fait la même chose. Mais je n'ai jamais bronché. Parce que je sais mon avenir. C'est Dieu qui prépare les gens. Il faut savoir porter sa croix parce que demain, il fera jour. Parce que je sais que demain, il fera jour. Je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas. Il est bon de se mettre au service de ses semblables. À un moment donné, j'ai failli dire, mais est-ce que je laissais la politique? Je me suis même confié à une dame. J'ai parlé d'elle une fois, Mme Leopoldine Kofi. Elle m'a dit, tu auras fait la plus grande erreur de ta vie. Parce que j'ai voulu faire une conférence de presse pour dire, je ne parle plus de politique. Je me rends compte que les gens sont méchants. Ça veut dire qu'on travaille pour les autres, et puis ils s'en vont chercher leurs frères et sœurs pour les nommer. Ah, mais moi aussi, je ne fais pas la politique pour regarder la lagune briller. Je fais la politique pour devenir quelqu'un et pour me mettre au service de mes semblables. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Je ne fais pas la politique pour regarder, pour inhaler les puanteurs de la lagune briller. Je fais la politique pour devenir quelqu'un et pour me mettre au service de mes semblables. Donc, malheureusement, rien. Vous voyez, Vavois. Je parlais de Vavois. Depuis l'indépendance, c'est comme si nous, on n'avait jamais existé sur la carte de la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Mais je pense que les choses vont changer dans peu de temps. La politique est difficile, la politique est parfois injuste. Vous prenez des coups. Rassurez-nous, il y a des choses positives à faire de la politique. Parfois, vous trouvez du plaisir, du bonheur. Il y a des choses qui vous rendent fiers quand même. Vous avez moi, ce qui me concerne, ce qui me rend fier, c'est ce que j'ai vu dans Houphouët-Boigny, c'est ce que j'ai vu dans Henri Konan Bédié. C'est-à-dire se mettre véritablement au service de ses concitoyens, sans tenir compte de leur appartenance ethnique, sans tenir compte de leur appartenance régionale, sans tenir compte de leur appartenance tribale. Bédié, Houphouët-Boigny se sont véritablement mis au service des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Ça m'excite beaucoup. J'ai envie d'être là où il faut pour pouvoir me mettre véritablement au service de mes compatriotes. Et puis, je vous dis, la politique, on a des ambitions pour nos compatriotes. Mais il faut être là où on doit être pour véritablement réaliser ces ambitions-là. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec les difficultés, les Ivoiriens ont besoin de beaucoup de choses. On a des projets. On a des projets pour les Ivoiriens. En tout cas, j'en ai. Et ce sont des projets réalistes. Parce que ce sont ces projets-là qui font que j'ai envie véritablement d'être là où il faut pour me mettre véritablement au service des Ivoiriens. Si vous voulez, je peux en parler. Voilà. Quand l'honorable Basile Dodo Guali Junior n'est pas en train de faire de la politique
ou n'est pas en train de jouer son rôle d'expert en relations internationales, quels sont ses hobbies, quels sont ses loisirs? À part marquer des buts en tant que grand avant-centre, comment vous vous détendez autrement? Mais écoutez, je regarde toujours le football. Je regarde des matchs de football à la télévision. Oui. Et puis, voilà, c'est ce que je fais. Et puis, bon, je prends mon ballon et puis je joue un peu dans la cour. Vous jouez encore? Oui, je joue. Ouais, je joue, comment ils appellent ça, Barakada, avec mes enfants et puis mes amis. D'accord, très bien. L'honorable Basile Dodo Gwali est engagé en politique. C'est un expert en relations internationales. Il aime beaucoup le football, qu'il regarde, qu'il pratique. Mais vous nous avez dit au début de cet entretien que vous êtes un homme de la terre, que vous êtes un homme du terroir. Nous avons ici une image de vous, une image quand même qui est assez parlante en fait de l'homme que vous êtes et qu'on va partager avec les internautes qui nous regardent. On va vous demander gentiment de commenter cette image-là et de nous dire en fait ce qu'elle invoque chez vous. Oui. C'est une image spéciale. Là, je suis au champ, oui, chez moi à Vavois. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père est paysan. Oui. Il a eu des champs de cacaoyers, de caféiers. Et donc, je suis toujours fils de planteur. Moi-même, je suis planteur. Au-delà de ce que nous faisons, je suis planteur. Donc, j'ai quelques champs, quelques petits hectares de cacaoyers. J'y ai ajouté des hectares d'anacadier et ainsi de suite. Voilà. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion d'aller chez moi, je vais dans mes champs pour visiter, pour parler un peu avec ceux qui y travaillent régulièrement. Basile Dodo Gwali, vous êtes un homme de la terre, vous êtes un homme du terroir, vous êtes un homme qui aimait profondément la Côte d'Ivoire. Vous nous avez tout au long de cet entretien parlé de votre engagement. Comme mot de la fin, quelles sont vos ambitions pour la Côte d'Ivoire? Quels sont vos projets? Quelles sont les actions que vous voulez porter? Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce pays, concrètement? Vous savez, quand j'ai échangé à plusieurs reprises avec le président Henri Konan Bédié, donc qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre 2020, quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit beaucoup de choses et j'ai partagé avec lui ce que moi, je pensais être utile pour la Côte d'Ivoire. Et je me suis rendu compte qu'on est totalement sur la même ligne droite. Parce que le président Bédié, je parlais tout à l'heure des paysans. Vous avez vu, aujourd'hui, les paysans croulent sous le poids de la misère. L'anacane ne s'achète même plus. Depuis le nord, depuis le sud, depuis le centre-ouest, l'anacane ne s'achète même plus. On nous avait dit que c'était 400 francs le kilo borchan, mais aujourd'hui, on est quelquefois à 100 francs, voire 50 francs. Et même, les gens n'achètent plus l'anacane. Les Ivoiriens marchent. J'ai vu qu'il y a eu une marche en son temps, même à Odiéné. L'anacane ne s'achète plus. Le cacao ne s'achète pas de la bonne manière. 700 et quelques. Mais quand les gens vont sur le champ, j'allais dire quand ils vont acheter, ils achètent ça moins cher que ça. Donc aujourd'hui, le paysan souffre. On n'est plus véritablement fier d'être paysan. Parce que c'est difficile pour nos... Alors le projet du président Henri Konan Bédié, c'est de revaloriser le prix borchan des matières, de ces matières-là, c'est-à-dire l'anarcade, le cacao, le café. Il faut revaloriser ça. Et nous avons les moyens de le faire. En son temps, avec Houphouët-Boigny, il y a les caisses de péréquation. Voilà. Nous allons revoir un peu comment remettre en place la caisse de stabilisation des prix pour aider véritablement les paysans. Ce qui a été bien auparavant, on doit pouvoir ramener tout ça. Donc nous allons aider les paysans et avec nous, il faut savoir que les paysans seront fiers. Et aussi, nous allons aider les fonctionnaires, tous les salariés de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'à la fin de l'année, c'est des moments de fêtes. Il y a les fêtes de Noël et puis les fêtes de fin d'année. Il faut acheter des cadeaux aux enfants par-ci, par-là. Et puis il faut aider aussi les parents qui sont à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au village. Mais avec nous, c'est-à-dire que si Bédié est élu en 2020, tous les Ivoiriens auront un 13e mois. C'est-à-dire que si vous êtes payé à 800 000, à partir du 15 décembre 2020, on vous donne les 800 000. Tous les fonctionnaires ou tous les Ivoiriens? Tous les fonctionnaires. Je veux dire tous les fonctionnaires,
Je veux dire que tous les Ivoiriens fonctionnaires, mais voilà, tous les Ivoiriens fonctionnaires et tous les Ivoiriens salariés, voilà, auront un 13e mois. Vous me comprenez? Si vous avez 800 000 francs par mois, entre le 15 et le 20 décembre, on vous donne les 800 000 francs. Et puis, à la fin du mois, on vous donne votre véritable salaire. C'est-à-dire à partir du 28. Après les fêtes de Noël, on vous donne votre véritable salaire. Ça vous permet de vivre. Parce que le Ivoirien aujourd'hui a besoin du social. Il faut aider les Ivoiriens à vivre véritablement leur vie. Ça ne coûte rien de le faire. Et nous avons déjà étudié tous ces plans-là. Nous le ferons. Nous le ferons. Vous pensez que sur ces questions-là, le gouvernement actuel a échoué? Mais quand vous regardez ce gouvernement, s'ils s'occupent ce n'est pas leur priorité. Et ils ne pensent qu'à eux. Ceux qui sont au pouvoir ne pensent qu'à eux. Véritablement, ils ne pensent pas aux Ivoiriens. Ils ont endetté la Côte d'Ivoire à plus de 14 000 milliards. Donc, ils ne pensent pas aux Ivoiriens. Je suis en train de parler de la politique sociale du président Henri Konan Bédié qui va véritablement se mettre en place. Nous allons aider les jeunes étudiants. Nous allons aider les jeunes étudiants parce que ici, en France, quand vous avez un bac plus 3, bac plus 4, à un moment donné, l'État commence à vous aider, à véritablement vous mettre en place de la vie sociale. Mais nous allons aider les étudiants. Nous allons aider ceux qui ont le bac plus 5. Nous allons leur donner des moyens, c'est-à-dire de l'argent, chaque fin de mois. Au moins 2 fois le SMIC. C'est-à-dire qu'environ 120, 130 000 francs, on va leur donner ça. Et puis, créer les conditions pour que les concours d'entrée à la fonction publique soient véritablement des concours clairs, des concours honnêtes et non la magouille que nous connaissons jusqu'à présent. Voilà. Pour que les enfants des pauvres puissent avoir ces concours-là au lieu de demander à certaines personnes de venir donner l'argent. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous allons mettre en place tout un système pour aider nos compatriotes, les étudiants. Et puis aussi, nous sommes en train de réfléchir comment aider nos concitoyens, nos enfants à aller à l'école à chaque rentrée. À chaque rentrée scolaire, c'est un gros souci. Vous voyez? Oui. Mais en France, vous savez très bien qu'à chaque rentrée scolaire, l'État français aide les allocations de l'ARS. Ouais. Voilà. Donc, l'État français aide les jeunes gens à aller à l'école. Mais nous allons le faire ici en Côte d'Ivoire. Et nous connaissons déjà tous les enfants des fonctionnaires, et ceux qui sont connus. Ils sont connus, les gens. Mais nous allons prendre en compte certains enfants, leur donner ce qu'il faut pour chaque rentrée scolaire. Parce qu'on nous dit qu'il y a des kits scolaires qu'on donne aux enfants, mais quelquefois ces kits scolaires arrivent à la fin de l'année. On ne sait pas qui donne. À chaque rentrée scolaire, 2 mois après la rentrée scolaire, il y a des élèves qui n'ont même pas de bic. 2 mois après la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire ici, il y a des enfants qui n'ont pas de cahiers, qui n'ont rien. Et les parents, non seulement doivent payer tout ça, et en même temps, ils doivent payer les écoles, qui sont plus ou moins privées finalement. Il y a beaucoup de choses que nous allons corriger. Et l'Ivoirien va se sentir heureux, et tous ceux qui habitent ce pays doivent se sentir heureux. Aussi, nous allons remettre les conditions pour que ceux qui travaillent chez nous, les non-étrangers, la Côte d'Ivoire est un pays essentiel, il faut le retenir. Nous avons ici beaucoup de nos frères qui viennent de la sous-région. Il faut créer les conditions pour qu'ils travaillent en sécurité, pour qu'ils puissent ramener de l'argent dans leur pays d'origine. C'est ça qui fait que l'Afrique est l'Afrique. C'est ça qui donne un sens à l'Afrique. Et nous allons le faire. C'est la raison pour laquelle, pendant nos campagnes, nous allons rencontrer toutes les communautés sénégalaises, les communautés béninoises, les communautés burkinabées, les communautés maliennes, pour les exhorter à se mettre véritablement au travail, dans la paix et dans la sécurité, et pour se mettre véritablement au service de leur pays d'origine. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays essentiel. Basile Dodo Gwali, on voit que vos amis et vous avez un programme large, vaste pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous donnez rendez-vous à l'équipe de Get Autonomie le 8 décembre à l'investiture du président Konan Bédié? Mais c'est une tautologie que de le dire, parce que pour le travail que vous faites, ce que vous faites, vous mettez véritablement au service de tous les Ivoiriens. Et votre place sera totalement réservée. En tout cas, elle est déjà acquise. C'est tout le mal. Je vais en parler au président Henri Konan Bédié
Mais sachez que c'est comme une lettre à la poste. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et c'est tout le mal qu'on se souhaite aussi. Ouais. En tout cas, d'ici là, on va vous demander de laisser un mot pour la postérité dans notre livre d'or, qu'on ne manquera pas de divulguer auprès de toute cette jeunesse ivoirienne et africaine qui nous regarde aujourd'hui et qui a véritablement envie que les choses aillent dans le bon sens pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup. En écrivant ces mots, je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes pour la confiance qu'ils ont à placer dans le président Henri Konan Bédié. Oui, certains, à un moment donné, parlaient de son âge, alors ils ont laissé l'âge. Ceux qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être candidats sont redevenus candidats, veulent être candidats contre les dispositions de notre constitution. Mais Bédié, il est serein, il va gagner les élections proprement et il va se mettre au service de tous les Ivoiriens. Ouais. 16 août 2020. Je suis heureux, une fois de plus, d'être l'invité de Get to Know Me, une équipe de professionnels au service de la communication. Merci pour tout et rendez-vous à l'investiture du président Henri Konan Bédié. Voilà, c'est tout. Basile Boali. Voilà. Chers amis, chers internautes, chers abonnés de Get to Know Me, je vous avais promis en début d'interview que nous serions aujourd'hui avec un personnage haut en couleur. Vous avez pu le constater par vous-même, c'est un personnage, une personnalité qui a la Côte d'Ivoire chevillée au corps, qui a la Côte d'Ivoire ancrée en lui, dont le cœur bat pour la Côte d'Ivoire et par la Côte d'Ivoire et qui compte continuer à s'engager profondément et sincèrement dans la vie politique de ce pays. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et à très bientôt.